Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'est vraiment quand on devient parent qu'on voit vraiment l'importance de l'éducation. C'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on pense surtout à notre avenir à nous personnel, mais quand on devient parent, là, on a plus ce souci-là de se dire, bon, mais qu'est-ce que je veux apporter à mon enfant? Et puis, petit à petit, ça s'agrandit. On dit, mais qu'est-ce que je veux apporter aux enfants de la Oumma? Comment est-ce que je peux laisser une empreinte positive dans la société, enfin, dans notre communauté? Dans ce nouvel épisode, j'accueille Mimouna Yasma, cofondatrice de l'école à pédagogie alternative Avenpes, inspirée notamment des méthodes de pédagogie Montessori et Freinet. Ces méthodes d'apprentissage placent les élèves comme acteurs de leur apprentissage et les invitent à chercher, inventer et apprendre par eux-mêmes. Au cours de notre échange, Mimouna et Yasma nous en apprennent plus sur les avantages de ces méthodes pédagogiques et comment elles ont accompli l'incroyable exploit de créer une école privée musulmane en 7 mois, à partir de rien, et surtout sans financement. Le fait que ce soit 100% féminin, c'est un petit peu une revanche pour nous-mêmes en tant que musulmanes, en tant que femmes, de se dire qu'on a aussi cette capacité-là de pouvoir entreprendre en fait un projet de A à Z. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum, Mimouna et Yasma. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Comment se passe la sortie du confinement à Toulouse? Est-ce que les choses sont quasiment redevenues à la normale? On n'a même pas l'impression que le Covid est passé par là. Mais alhamdoulilah, oui, ça revient de plus en plus à la normale. Bah, les gens vivent leur vie comme avant. Bon, la seule différence, c'est quand même on va voir des masques un peu partout, mais c'est... On en parlera plus tard parce que ça a eu beaucoup d'effets dans votre école du coup. Tout à fait. Mais avant de parler de ça, je vous laisse vous présenter. Je vais me présenter. Moi, c'est Mimouna. Donc, Mimouna Siali, j'ai 33 ans. Je suis la cofondatrice d'établissement Avenpes à Toulouse. Mon rôle essentiel, c'est la gestion de l'école et de l'association. Donc, je m'occupe vraiment de tout le côté administratif. Et voilà. Ok. Et moi, c'est Asma Siali, donc nous sommes sœurs. Et je me charge de toute la partie pédagogique de l'école. D'accord. Donc c'est un projet en famille. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Du coup, vous êtes toutes les deux cofondatrices de l'école. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de cette école? Oui, nous sommes une école qui nous inspirons beaucoup des pédagogies alternatives telles que Freinet et Montessori. D'accord. Mais nous créons notre propre identité. Donc, c'est vraiment en fonction de nos locaux, en fonction de nos formations, etc., que nous mettons en place notre pédagogie. Ok. Ça consiste en quoi, en fait, la pédagogie alternative? Tu as mentionné Montessori, Freinet. Montessori, j'ai déjà entendu parler. Freinet, je ne connais pas trop. En fait, Montessori et Freinet, c'est des pédagogies qui mettent l'enfant au centre de leurs apprentissages. Et c'est vraiment les rendre acteurs de leurs apprentissages, les responsabiliser. C'est vraiment cet aspect-là qui nous intéresse dans ces pédagogies. Donc, ils seront responsables de leur comportement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup on va les responsabiliser au maximum. Donc, il y a beaucoup de conseils de classe qui sont mis en place. En fait, c'est un apprentissage qui est plus axé sur la bienveillance. D'accord. Les différences qu'il y a avec une école classique, techniquement, qu'est-ce qui change dans la salle de classe? Qu'est-ce qui change dans le nombre d'heures, les matières, l'accompagnement? Alors après, ça, c'est propre à chaque école à pédagogie alternative, mais dans notre école, en maternelle, c'est quasiment que du Montessori. Donc, les enfants travaillent de manière individuelle. Donc, l'enseignante, il y a une enseignante et une assistante par classe avec environ 18 à 19 enfants, 17 à 19 enfants en fonction de la superficie de la classe. La classe est riche en matériel. Donc, il y a différentes ambiances, l'ambiance vie pratique, l'ambiance vie sensorielle, l'ambiance mathématique et l'ambiance langage. Et l'enseignante, chaque fois qu'elle doit présenter une notion à un enfant, ça se fait de manière individuelle. Donc, elle ne présentera jamais ou alors rarement une nouvelle notion à 2 enfants à la fois. D'accord. Donc, ça crée un lien avec l'enfant et aussi, ce sont plus important, il y a beaucoup d'avantages à fonctionner de cette manière au niveau psychologique, mais aussi au niveau pédagogique. Du coup, en fait, ça permet à l'enseignante de voir l'avancée de chaque enfant.
Ok. Ensuite, en fait, c'est une école maternelle, donc entre 3 et 5 ans. Et ensuite, nous avons l'école primaire. Donc, il y a différentes ambiances dans l'école primaire. Nous avons donc le cycle 2, c'est les CP, CE1, CE2 qui sont tous ensemble. Donc, il D'accord. y a 3 ambiances aussi, mais c'est dans 3 classes différentes. Et c'est un petit peu comme le fonctionnement du collège. Donc, il y a une classe de sciences, anglais, donc tout ce qui est botanique, zoologie, etc., géographie et histoire, une classe de mathématiques et une classe de français. Donc, les enfants, en fonction de leur emploi du temps, tournent dans chacune de ces classes et les enseignements se font à 8 maximum. À partir de primaire, c'est à 8 maximum. Ok. Voilà, c'est à 8 maximum. C'est quand même très différent de l'école traditionnelle où c'est environ 25 par classe et l'enseignante apporte de nouvelles leçons aux enfants et on ne sait pas trop qui a compris, qui n'a pas compris, alors que de cette manière, on peut mieux suivre les enfants. En fait, c'est entre 5 et 8. D'accord. C'est super intéressant. Tu viens de dire que du coup, les élèves sont par groupe, pas classés par âge en fait. Les CP, CE1, CE2, donc sont ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, comment vous gérez les groupes d'âges différents et de niveaux différents dans une même classe? Alors en fait, les nouvelles notions se font par groupe de niveau. Donc, chaque niveau apprend une nouvelle notion avec son enseignante. Mhm. Il y a les autres niveaux qui sont à côté pour entendre. En fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'ils sont quand même là. Et pour les plus grands, du coup, c'est une révision. Et pour les plus petits, c'est une sorte de découverte. Mais D'accord. ils ont quand même leur travail à faire à côté. C'est-à-dire que le but premier, c'est qu'ils fassent leur travail, enfin, qu'ils soient occupés dans leur travail. Mais Mhm. ils ont quand même cette écoute passive, merci, qui leur permet d'enregistrer. D'accord. Ou de faire un premier enregistrement, puis de revenir peut-être plus tard Voilà, exactement. dessus. Ouais, c'est super intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez privilégié cet enseignement plutôt que l'enseignement classique? Alors là, il faut revenir du coup à la base. Alors en fait, déjà, on a voulu créer une école musulmane. Donc Mhm. le but, c'était de créer une école musulmane. Mhm. Et au final, on a découvert avec une des premières membres, on était à la base 4 membres fondatrices. Et D'accord. une des 4, en fait, était très portée pédagogie alternative. Donc, elle nous a fait découvrir ça. Nous avons enfin, fait connaissance avec une formatrice Montessori, Mhm. une école. Et dès que j'ai commencé, en fait, dès que j'ai découvert ces différentes pédagogies, j'ai pas arrêté de chercher, j'ai pas arrêté de me former et puis je continue encore. Et Ok. on se rend compte, en fait, vraiment déjà du côté déjà bienveillant, en fait, du bien-être qu'on apporte à l'enfant. Mhm. L'amour de l'apprentissage qu'on fait passer aussi à travers ces pédagogies, on peut le faire passer aussi à travers d'autres manières, mais c'est vrai qu'avec les outils de ces pédagogies, c'est très intéressant. Et oui, ça permet un meilleur accompagnement de l'enfant aussi. D'où vous est venue l'idée de créer cette école? Donc, tu m'as dit que vous avez rencontré une personne qui vous a parlé de ce concept. Oui, en fait, donc d'où nous est venue l'idée, c'est que ben, quand on est devenu maman, Mhm. ben, forcément, quand on devient maman, on cherche le meilleur pour son enfant. Et donc, je travaillais dans une école privée aussi, hors contrat, donc musulmane. Et j'ai D'accord. vu, machallah, les bienfaits qu'il y avait et l'accompagnement qui était mis en place. Mhm. Et d'année en année, on a vu qu'il y avait ben, une énorme demande, mais pas beaucoup de place. Ok. Donc, on se dit pourquoi ne pas nous aussi nous lancer et offrir ben, un enseignement de qualité à d'autres enfants. Comment vous faites pour vous organiser en fait? À partir de quel moment ça devient sérieux? Est-ce que ça demande énormément d'organisation, de logistique, de travail pour créer une école? Mais en fait, je pense que là, c'était un petit coup de folie. Je vais être totalement honnête. Mais justement, quand je travaillais dans l'établissement, donc que je vous ai dit, privé hors contrat à Toulouse, lorsque j'ai vu la demande, j'ai vu le projet, euh, sincèrement, on s'est dit, bon, on n'a pas vraiment réfléchi, on a dit, bismillah, pourquoi on ne se lance pas?
Et en même temps, il n'y avait pas vraiment de place pour nos enfants dans ces établissements-là, donc on n'avait pas vraiment le choix de trouver une solution. Enfin, vous vouliez vraiment avoir un enseignement de qualité et dans une école musulmane pour vos enfants. Ouais. Si vous n'avez pas eu vos enfants, vous ne l'aurez peut-être pas fait. Après, on va parler honnêtement, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense, c'est vraiment quand on devient parent qu'on voit vraiment l'importance de l'éducation. C'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on pense surtout à notre avenir à nous personnel. Mais quand on devient Oui. parent, ben là, on a plus ce souci-là de se dire, bon, mais qu'est-ce que je veux apporter à mon enfant? Et puis, petit à petit, ça grandit. On dit, mais qu'est-ce que je veux apporter aux enfants de la Oumma? Comment est-ce que je peux laisser une empreinte positive dans la société, enfin, dans notre communauté? Ah, bien sûr. Donc, en fait, on a eu l'idée du projet en février 2016. D'accord. Donc, je suis partie de l'ancienne école et de là, Esma a commencé à se former Montessori, à s'intéresser à beaucoup d'autres formations sur l'enseignement. Mhm. Et moi, de mon côté, je m'occupais beaucoup plus de la gestion, de monter le projet en gros, tout le côté conception du projet. Et bon, Mhm. nous étions pas seuls au début, nous étions donc 4 et on était un peu toutes complémentaires. Vous aviez des modèles à suivre, par exemple, parce qu'il y avait déjà des écoles de ce concept-là, musulmanes en France. Alors, on a énormément cherché, on s'est énormément renseigné, on a essayé de voir avec d'autres établissements, des personnes aussi un petit peu, euh, on va dire, connues dans le domaine de l'éducation. Mais on n'a pas vraiment eu de réponse, on n'a pas vraiment eu d'aide. Donc, on s'est un peu lancé par nous-mêmes et avec nos propres expériences et nos propres recherches. Et du coup, quand vous souhaitez monter une école, par où vous commencez? Qu'est-ce qu'il vous faut pour monter une école? Alors, ce qu'il faut pour monter une école, déjà, c'est l'idée, le courage. Je pense que c'est les premières choses. Et après, réfléchir sur un projet pédagogique. Et forcément, on se met beaucoup de barrières en disant on va pas y arriver, c'est difficile même côté administratif parce qu'aussi c'est une école musulmane. Enfin voilà, on se fait beaucoup de fausses idées. Et il y a le côté financier aussi qui joue parce Mhm. que faut savoir qu'on a commencé avec 0 euros. Il fallait trouver les locaux, enfin, c'était vraiment un énorme challenge. Et en plus de ça, on était en février 2016, on voulait ouvrir pour septembre 2016. Donc, Oui, on y a 6 mois. cru, on a beaucoup demandé à Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et puis de là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a vraiment facilité, nous a ouvert beaucoup de portes et on ne faisait que suivre le chemin qu'il avait tracé pour nous. Et ces chemins, ils étaient jonchés de... Vous avez dû passer par quoi? Alors, il faut savoir que quand on a décidé donc, de créer l'association, c'était en février, on a créé l'association, on était quand même assez nombreux autour de la table pour discuter de ce projet-là. Et de semaine en semaine, la table, les membres autour de la table se réduisaient parce que Mhm. c'est vrai que très peu voient le projet assez énorme et puis assez difficile à monter. Mhm. Et vous ne voyez pas Donc, l'ampleur au début du projet. Non, non, mais c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, en fin de compte, où on va? Est-ce que vraiment on va y arriver? Est-ce que c'est des vraies questions qu'on se pose? Est-ce que on n'est pas en train de perdre notre temps, sachant qu'on n'a pas grand-chose en fin de compte entre les mains? Mhm. Et, euh, et donc, le plus compliqué, sincèrement, c'était de trouver un local. Et alhamdoulilah, on est passé devant un local qui était déjà un collège privé des musulmans qui avaient D'accord. quitté ces locaux parce qu'ils avaient trouvé des locaux plus grands. Et donc, c'était déjà un norme ERP. Et on s'est dit, machallah, c'est déjà une grande facilité. On est rentré donc en contact avec le propriétaire. Alhamdoulilah, tout s'est fait très rapidement. En normes ERP, c'est des normes pour... C'est accessibilité handicapée, en fait. C'est des normes ERP. Enfin, c'est pour tout établissement recevant du public. D'accord. Cet établissement avait déjà les normes de base pour ouvrir une école, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Donc déjà, en fait, on s'est retrouvé avec une facilité de ne pas faire une demande auprès de l'urbanisme pour pouvoir faire des travaux, donc les travaux ERP. Enfin, les travaux D'accord. pour mettre aux normes ERP. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Oui, franchement, alhamdoulilah, c'est une très, très grande facilité. Donc, on a trouvé le local au mois de juin. Mhm. Et à partir du mois de juin, on s'est dit, donc l'équipe qui s'occupait de tout le côté pédagogique était en train de monter le projet. On Mhm. s'est dit, bon, machallah, on a le local. Alors, bismillah, pourquoi on fait pas une réunion d'information pour les parents qui peuvent être intéressés? Et Mhm. donc, on a fait une première réunion d'information qui a été catastrophique.
je préfère le dire, parce que c'était très difficile de devoir parler devant un certain nombre de parents, sachant qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle ampleur, en fait, qu'on ne s'attendait pas à autant de monde, on ne s'attendait pas à un tel engouement face au projet. Et machallah, donc on a été très surprise, Il y donc avait combien de c'était un personnes? petit peu difficile. Sincèrement, on devait être entre 100 et 200 personnes dès la Waouh, première réunion. d'accord. Vous avez fait du marketing, comment vous avez passé le message? En fait, J'aime on bien l'a les fait petites sur les anecdotes comme réseaux ça. sociaux. Ouais. Ouais, on l'a fait sur les réseaux sociaux. Après, mais c'est là que Soukaina est rentrée en jeu. Donc, faut savoir qu'on la connaissait pas vraiment. Et puis, pareil, elle aussi a travaillé dans un autre établissement. Et je lui ai dit, bah, Bismillah, est-ce que tu veux travailler avec nous? Et Mhm. elle-même, elle s'est lancée avec nous. En fait, elle s'est dit, allez, Bismillah, je viens avec vous. Et donc, on a commencé comme ça. Surtout sur les réseaux sociaux. Ok. Avec les réseaux seulement, vous avez fait une réunion, enfin peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard avec 100, 200 personnes. C'est ça, tout à fait. Après, ça a été du bouche à oreille, hein. Donc, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Ok. Et du coup, vous leur annoncez l'ouverture en septembre. Il y a 150 personnes qui viennent, on a 20 places. Faites la queue, c'est ça? Mais en fait, on était tellement sûrs de notre projet, tellement sûrs de nous, qu'on avait déjà imprimé nos dossiers d'inscription pour cette journée-là, quoi, pour cette réunion. En fait, on s'est vraiment, je pense qu'il y a eu énormément d'inconscience dans toute l'élaboration du projet. On s'est Hmm. dit, mais bismillah, on a vraiment fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, confiance en nos capacités et confiance en l'équipe qui était là aussi. Donc, on s'est dit, bismillah, on avait, je pense, imprimé une cinquantaine de dossiers pour la maternelle. Et ben, tout est parti hein, ce jour-là, faut le savoir. Ah bah, c'est super. Vous avez validé le projet, le concept en une seule journée. Oui, c'est ça. Mais les parents nous ont fait confiance, hein. Et parce que du coup, vous aviez combien de places pour l'année? Enfin, vous saviez combien de places vous auriez? En fait, on voulait faire que la maternelle. Au Ok. début, on voulait faire que la maternelle, mais comme on était avec une de nos cofondatrices était maman d'enfants de primaire, et comme elle ne pouvait pas elle faisait IUF de base, elle était obligée de les mettre avec elle. Donc, on a quand même ouvert une classe de 4 niveaux, je crois. De 4 niveaux. Bon, c'était elle qui avait la gestion. Tu as dit IUF? Oui, IUF, C'est- oui, c'est instruction en famille. D'accord, C'est c'est quoi école à la ça? maison, en fait. Ah d'accord, elle École à faisait la école à la maison. maison. Elle avait toujours fait école à la maison. Quand on a ouvert l'école, elle est devenue enseignante et elle avait 6 enfants donc, dans sa classe avec elle. Et on avait accepté une dizaine d'enfants de primaire. D'accord. Donc très vite, en fait, notre base, c'était une cinquantaine d'enfants. On s'est retrouvé dès notre première année avec 70 enfants à peu près. Et Ouais. c'est juste énorme pour un début de Hmm. projet. En 7 mois, c'est énorme. C'est énorme. Et du Ouais. coup, vous aviez déjà les professeurs à disposition. Enfin, vous saviez à qui demander pour faire cours. Oui, en fait, on avait composé une petite équipe d'enseignantes donc, et d'assistantes aussi. Parce qu'il faut 100% savoir que femmes. dès qu'on a... Ah oui, alors nous, on y Hmm. tenait ça. Le fait que ce soit 100% féminin, c'est un petit peu une revanche pour nous-mêmes en tant que musulmanes, en tant que femmes, de se dire qu'on a aussi cette capacité-là de pouvoir entreprendre en fait un projet de A à Z. Oui. Oui, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de projets qui sont. La plupart des projets, enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas de chiffres du tout, mais les projets qu'on voit en général sont menés souvent par des hommes. Et quand il y a des femmes qui jouent un rôle important, ben, elles sont en retrait derrière. Enfin, C'est ça, c'est c'est tout à l'homme fait qui joue ça. qui est en avant, quoi. Oui, mais justement, ouais, dès le début, on a rencontré ce genre de problème parce que il faut quand même dire que la communauté n'est pas assez, je dirais pas ouverte, mais ça a été très compliqué pour nous de dire, enfin, on avait beaucoup de remarques du fait que ce soit que des femmes, qu'il fallait absolument que ce soit un homme qui soit à la tête de l'établissement et que nous soyons là pour le côté éducatif. Enfin, c'est les stéréotypes, quoi, de base. Euh, C'est ça. et du coup, enfin, parce que c'est vrai que pour l'enseignement, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais en termes d'administration, tout ça, enfin, je sais pas si vous êtes voilé ou quoi, mais est-ce que peut-être ça vous a posé des problèmes Alors, oui, en effet, on est toutes voilées. Donc, c'est vraiment un établissement où, quand l'académie vient, ils voient vraiment que des voilées. Mais machallah, on pensait qu'on allait avoir énormément de difficultés de ce côté-là. Hmm. Bon, après, on a fait la déclaration d'ouverture de l'école au mois de juillet.
Donc, Donc 2 mois voilà, avant enfin, l'ouverture. C'est possible de faire c'est ça, ça. 2 mois avant. Ben, en fait, nous, on l'a fait. Alors, sachez qu'on a fait les inscriptions sans même avoir la réponse de l'ouverture ou non, en fait, si c'était bon pour Ouais, nous ou ouais. pas l'ouverture. Donc, en fait, c'était vraiment, on a pris des risques dans absolument tout. On a pris les locaux alors qu'on n'avait pas d'argent. Après, on a mis des frais d'inscription en place alors qu'on n'avait même pas la réponse de l'académie. Mais en même temps, on s'est dit, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc, on a pris ces frais d'inscription pour faire les travaux parce qu'il faut savoir que le local n'avait pas du tout les capacités d'accueillir des enfants de maternelle et de primaire. Donc, on était obligé de prendre cet argent-là. Et si, on, si on avait eu un, une réponse négative, là, par contre, les problèmes auraient commencé. Mais bon, on a pris le risque. L'autorisation, franchement, c'était une bonne chose qu'ils voulaient faire en 2 mois parce que, en général, l'administration française, c'est assez lent. Mais en fait, ils avaient, parce que maintenant ça a changé, toute la réglementation a changé, mais ils avaient, il me semble, 1 mois pour donner une réponse, Et D'accord. s'il n'y avait pas de réponse au bout d'1 mois, donc c'était accordé automatiquement, quoi. Ok. Donc nous, on a attendu le mois de juillet qu'il passe avec impatience, et Hmm. après, au mois d'août, puis même eux, quand ils sont venus au mois de septembre à l'académie. Mhm. Ils n'ont pas compris, en fait. Ils nous ont demandé, alors, elle sort d'où cette école? Ils n'ont pas vraiment compris, en fait, ce qu'on faisait là. Même leur dossier était erroné. Enfin, ils ne comprenaient pas vraiment, en fait, ce qu'on faisait là. Et quand ils ont Hmm. visité les locaux, les travaux qui ont été faits en même pas 2 mois, sincèrement, ils ont été quand même assez surpris. Si ça se trouve, ils étaient tous partis en vacances, c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu. Et si vous aviez demandé plus tôt, ils vous auraient dit non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On s'est dit que c'est ça. Après, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tellement tout, donc bon. Ah, c'est marrant. Du coup, je suis intéressé pour comprendre un peu plus la pédagogie alternative parce que, bon, moi, je suis pas papa encore. Mais bon, je vois mes amis autour de moi qui commencent à être papa. J'ai un ami aussi qui est du coup qui vit en Malaisie, un Français, et qui a mis ses enfants dans une école Montessori en Malaisie, une école aussi musulmane, et qui lui, il tenait vraiment à mettre son enfant dans ce genre d'école avec pédagogie alternative pour que l'enfant ait une éducation de meilleure qualité. Du coup, je voulais savoir un peu quels sont les grands atouts de la pédagogie alternative. Qu'est-ce que l'enfant apprend? Est-ce que l'enfant apprend plus? Est-ce que l'enfant est plus heureux? Est-ce que l'enfant est moins stressé? Je ne sais pas quels sont. Je crois que c'est Asma qui pourra en dire plus. Oui, c'est ça. Alors, en fait, à la base, justement, ce qui nous intéressait, c'était la première chose, pour être honnête, quand on avait fait la formation Montessori, on était impressionnés et même très déçus de ne pas avoir bénéficié de cette pédagogie-là dans notre propre cursus. Parce qu'on s'est rendu compte que tout était vraiment adapté à l'enfant. Et souvent, dans notre culture française, hein, on a tendance à trop infantiliser. Et là, au contraire, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que l'enfant soit valorisé, mais en plus que ce soit lui qui décide de ses apprentissages. Mais bien sûr, il y a un cadre, il y a un projet pédagogique, enfin, c'est quand même très cadré. Mais il est tellement lui-même au centre de ses apprentissages qu'il apprend sans même se rendre compte qu'il apprend. Il n'y a Oui, pas cette compétition malsaine, il n'y a pas cette ambiance où allez vite, 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 on termine le programme. on termine vite et on est comparé sur des résultats, sur des chiffres. Exactement. Mais déjà, nous n'avons pas de système de notation. C'est soit l'enfant, sur les présentations, c'est soit l'enfant a acquis ou n'a pas encore acquis. Et quand ce sera acquis, ben, on validera que c'est acquis. D'accord. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, subhanallah, il y avait une très, très belle évolution au niveau des apprentissages et même au niveau du comportement de l'enfant. Mhm. Après, l'inconvénient, on va dire, c'est que si cette pédagogie, cette pédagogie, c'est-à-dire toute la philosophie de la pédagogie n'est pas respectée aussi à la maison, donc le respect de l'enfant, le parler avec l'enfant, lui demander son avis, échanger en fait, c'est-à-dire que même à la maison, mettre en place des mashwara, c'est une sunna, de Mhm. savoir ce que Les machins, l'enfant pense, c'est des le mettre, voilà. les consultations exactement, exactement. Donc le responsabiliser
C'est vrai que dès qu'on se rend compte qu'à la maison, c'est pas tellement respecté, que l'enfant n'est pas respecté en tant qu'enfant qui est capable de penser et prendre aussi, de donner son avis. Je dis pas prendre des décisions parce que Oui. voilà, je peux un peu choquer, mais donner son avis en tout cas. Il y a quand même une barrière qui se crée. Il y a, comment dire, un fossé à l'école qui se crée. On le voit sur ces enfants-là. Donc, nous demandons aussi de mettre en place pas mal de suivi. Parce Par les que parents? souvent, ça se voit aussi, oui, avec les parents. Donc, la difficulté que nous avions au départ, c'est que justement, c'est une école musulmane qui vient d'ouvrir. Il y a une très forte demande. Mais les parents sont plus intéressés par le côté musulman que par le côté pédagogie alternative. Oui. En fait, ils ne savaient même pas ce que c'était Montessori, ils ne savaient même pas ce que c'était Freinet. Et c'était vraiment dommage parce que, subhanallah, ça nous rééduque nous-mêmes en tant qu'adultes. Et donc, bah, en fait, il y avait des parents qui étaient un petit peu rejetés du public, dans le sens où on leur demandait beaucoup de suivi avec les psychologues, etc. Et bah, ils fuyaient dans le privé musulman. Mais sauf que nous, bah, on n'acceptait pas ça, quoi. Surtout par la suite, on est devenu très exigeante avec le suivi. Et donc, en parlant de suivi, en fait, on s'est rendu compte que les enfants qui avaient le plus de mal, et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable parce que ça rejoint en fait toutes les pédagogies alternatives que nous essayons de mettre en place, c'est que un enfant les difficultés scolaires peuvent venir de très loin. C'est-à-dire qu'un enfant qui a vécu une vie intra-utérine stressante, une naissance stressante, une petite enfance stressante, peut avoir des difficultés scolaires dues à ça. Oui. Donc, en fait, c'est son corps du coup, qui a vécu tellement de traumatismes qu'il n'est plus capable, en fait, de s'ouvrir aux apprentissages. Donc, voilà, nous travaillons beaucoup, en fait, sur ça. Et sur les réflexes archaïques, en fait, nous travaillons beaucoup sur l'enfant. C'est pour ça qu'on s'inspire beaucoup de Montessori, on s'inspire beaucoup de Freinet, mais on ne s'arrête pas à ça, en fait. C'est des pédagogies qui vont vraiment dans le sens du bien-être de l'enfant. Donc, l'enfant est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. La majorité écrasante des parents nous disent que leur enfant est très heureux de venir à l'école. Et pour nous, c'est vraiment une réussite, en fait, de savoir ça. Je pense que c'est peut-être l'une des plus grandes réussites, oui. D'avoir un enfant qui soit content de venir à l'école, bah c'est la plus belle chose, je pense. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour... Pardon? Non, et du coup, en fait, je disais, donc en maternelle, j'ai expliqué un petit peu comment ça se passait tout à l'heure en maternelle, mais je n'ai pas tellement expliqué pour les CM1, CM2. Les CM1, CM2 travaillent beaucoup sur projet. Donc, en fait, cette année, alhamdoulilah, il y a un film documentaire qui est sorti qui s'appelle Demain est à nous. Je ne sais pas si tu connais. Non. Mais alors, c'est des enfants à travers le monde qui entreprennent leur vie, enfin, qui prennent en main leur vie. Donc, qui créent des associations, qui créent des entreprises. Il y en a une en Afrique qui aidait les filles mariées de force, les mariages forcés, donc qui faisait des actions contre les mariages forcés. Il y a un Français qui aidait les SDF. Enfin, il y avait plein d'enfants qui avaient des projets soit écologiques, soit sociaux. Et donc, cette année, les enfants de CM1, CM2, pardon, ont participé à beaucoup de projets, dont la distribution de repas avec des associations humanitaires. Et il y en a même une qui a créé sa propre association. À quel âge? Un CM1, CM2? Oui, c'est ça, une de CM1. Donc, elle a 11 ans, il me semble. C'est possible de créer si tôt? Apparemment. Ah, c'est fou ça. Non, c'est bien, hein, j'aime beaucoup ça. Oui, en fait, c'est une enfant c'est sa première année à l'école. Elle s'est sentie beaucoup plus épanouie. Elle a participé à beaucoup de projets. Vraiment, en fait, ça les rend heureux de pouvoir servir. Alors que souvent, les enfants, on les met de côté et on s'occupe pas tellement de leur avis, quoi. C'est clair. Tu me disais juste plus tôt que vous essayez beaucoup de voir avec les parents qu'il y a un suivi derrière, mais ce suivi consiste en quoi? Vous faites des réunions parents-prof ou bien individualisées, ou comment est-ce que ça se passe pour suivre si les parents suivent bien leur enfant à la maison? En fait, là, c'est surtout pour les enfants donc, qui ont des difficultés, soit des difficultés scolaires, soit des difficultés de comportement. Parce que vous le Donc voyez là, directement. oui, généralement, c'est flagrant au bout de... Soit au premier rendez-vous, donc au moment du test, quand ils rentrent à l'école,
Et les parents s'engagent à mettre en place un suivi, soit au bout de 1 ou 2 semaines de classe, on voit quand c'est compliqué pour l'enfant. C'est quoi, par exemple, que vous voyez comme comportement spécial? Alors, ça peut être des troubles de l'attention, donc des difficultés à rester attentif ou à se concentrer, des troubles du comportement. Au début, c'était beaucoup et alhamdoulilah, maintenant, avec les différents suivis mis en place, des fois, d'une année à une autre, on ne reconnaît pas l'enfant et c'est vraiment incroyable à voir. Subhanallah, on sent que l'enfant est plus épanoui, plus heureux et même les parents sentent une très grande différence même à la maison et pour nous, c'est vraiment une joie de... Vous leur demandez quoi aux parents? Alors, c'est un peu, enfin, c'est assez, je sais pas si c'est inédit ou pas, mais en tout cas, c'est pas tellement les suivis qu'on peut demander dans les écoles publiques, mais généralement, c'est d'abord de voir un thérapeute manuel, donc un ostéopathe ou un chiropracteur. Donc, un enfant qui a des troubles, généralement, c'est qu'il est trop tendu. Et souvent, ça peut faire du bien. Donc, directement, on voit une très grande différence. Ensuite, on peut demander un suivi, un bilan réflexe, donc bilan des réflexes archaïques. Et on peut demander ensuite un suivi psychomote ou orthophonique, ou ça dépend en fait, en fonction du cas. D'accord. Pas spécialement sur les parents eux-mêmes, leur comportement avec l'enfant ou leur relation avec l'enfant. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que généralement, dès qu'on envoie les enfants chez un thérapeute manuel, toute la famille passe. Alors que nous, on ne demande que pour l'enfant. Hein. Et ils se rendent compte que oui, en fait, finalement, ça vient souvent des parents. Hein. C'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment, voilà, ça vient souvent des parents. Et ils se rendent compte qu'ils mettent un stress, un environnement, que l'enfant est dans un environnement assez stressant. Du coup, ça crée beaucoup de blocages. Et le fait de aller voir soit un psychologue, soit voilà, un ostéopathe ou les deux, ou un micro-kiné, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'effets sur certains enfants. Machallah, des fois, c'est vraiment, on ne les reconnaît pas et c'est ça qui est incroyable. Ok, c'est super. Et du coup, vous leur conseillez quoi aux parents par rapport au suivi de leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur enfant à la maison? Est-ce que vous conseillez certaines choses? Oui, on conseille beaucoup de choses. Alors déjà, la première chose, pas de télé. Vraiment, ça, c'est l'ennemi numéro 1. Supprimer au maximum les écrans, en fait. Après, c'est un peu culturel, on va dire. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est vraiment une des premières raisons qui fait qu'un enfant aura des problèmes de comportement ou d'apprentissage. Ensuite, faire en sorte à ce que l'enfant s'intègre dans la famille, dans la vie de la famille. Donc, comme je disais, faire des démarches, voilà, que l'enfant participe aux décisions, même si c'est pas lui qui aura le dernier mot, c'est pas du tout le but, mais qu'il puisse sentir que voilà, il a son mot à dire, que son avis compte dans sa famille. Donc, ça, au niveau psychologique, c'est très important parce qu'il se sent important et aimé. Et ça, subhanallah, c'est très, très, très important. Ensuite, récemment, c'est revenir à la sunna, tout simplement. Donc, déjà, au niveau de l'alimentation, supprimer au maximum tout ce qui est additif, sucre, etc. Favoriser le fait maison et le bio encore plus, mais bon, après, c'est en fonction des budgets de chacun. Et se reconnecter avec le sol. D'accord, c'est-à-dire la nature. Déjà, oui, à la nature aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a aussi, on a aussi une formation classe nature. Donc, les enfants vont souvent dehors, mais désolé, c'est une petite parenthèse. Mais sinon, oui, c'est sortir beaucoup, beaucoup dans la nature. Être le plus possible dans la nature. Mais quand je dis se connecter au sol, c'est aussi à la maison, supprimer tout ce qui est... Bon, après, ça, c'est au bon vouloir de chacun, mais le plus possible, être au sol, quoi. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait au sol, mangeait au sol, etc. D'accord, ok. Et vous avez vu des changements par rapport à ça, le retour au sol? C'est vrai que j'ai pas très souvent entendu ça, Alors, mais c'est n'importe quoi. alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours parce que je l'ai moi-même fait que très récemment, donc ça fait quelques mois que je l'ai mis en place chez moi. Et oui, il y a une très très grande différence avec ma plus jeune. Ok, dans quel sens?
Non, ben, en fait, subhanallah, déjà dans la manière de se tenir à table, déjà nous sommes plus proches au niveau moteur. Donc, il n'y a pas ces canapés qui vont déranger, il y a un plus grand espace de vie et c'est plus zen en fait dans la maison. Donc, on le sent aussi sur son comportement Ok, et aussi pour l'intégration des réflexes. d'accord. Donc c'est une ambiance un peu de... C'est quoi? C'est des tapis, une ambiance un peu avec des jouets de partout. Euh, Non, pas du tout. Rien à voir. Des jouets partout. J'essaye de m'imaginer en fait l'ambiance au sol. Qu'est-ce que Non, ça non, peut être? c'est quelque chose de très simple, des petits matelas au sol. Enfin, D'accord. il y a pas de. Après, avec Montessori, il n'y a pas tellement de jouets, donc c'est plus des ateliers qu'elles ont dans leur chambre, quoi. Mais il n'y a pas tellement de jouets, quoi. On supprime le superflu et on les D'accord. rend responsables de leur consommation. Vous les rendez responsables de leur consommation, c'est intéressant ça. Vous faites ça comment? Mais, par exemple, dès qu'elles veulent acheter quelque chose, il faut que ce soit utile, il faut que ça serve à quelque chose. Il ne faut pas Bon, qu'il y ait vous leur de. apprenez à se poser Voilà, les bonnes questions avant de... exactement. Donc, les responsabiliser dès le plus jeune âge. Vous le faites aussi à l'école, ça. À l'école, ça se met petit à petit en place. Après, bon, pour la consommation, c'est un peu particulier, mais c'est surtout pour l'alimentation. Donc, en Mhm. fait, il y a même une maman qui nous a dit, mon fils, quand il rentre à la maison, il ne veut plus manger de biscuits parce que voilà, la maman propose toujours des petits gâteaux, des choses comme ça, mais il préfère manger des fruits parce que c'est meilleur pour son cerveau. Donc, donc, on essaie de les responsabiliser comme ça et c'est intéressant d'avoir les retours des parents. C'est vraiment c'est satisfaisant de se dire, bon, ben, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mhm. Tu as dit juste plus tôt que vous n'aviez pas de jouets du coup en maternelle. En général, dans les maternelles classiques, il y a beaucoup de jeux. C'est quoi les types d'outils que vous utilisez? Alors, en fait, il y a quand même un grand hall où il y a une dinette et une marchande. Mais Mhm. voilà, elles sont, c'est le minimum syndical, oui. Ensuite, bah, il y a une ferme dans la classe. Donc, ils jouent à la ferme avec les animaux de la ferme, etc. Et sinon, après, c'est vraiment des ateliers de vie pratique. Donc, faire comme les grands, en fait. Et ils aiment tellement ça. Mais vraiment, Comment ça? ça me fait rire. Bah, faire comme les grands, c'est-à-dire visser, dévisser, taper avec le marteau sur des clous, construire Ah, des petites choses, repasser, plier, laver. euh, passer le balai, passer, hmm. En fait, passer recopier ce que l'éponge font les aussi adultes, sur quoi. la table. Mais c'est vraiment utile hein, ce qu'ils font, c'est-à-dire Hmm. qu'ils doivent le faire. Préparer Hmm. leur collation aussi, donc couper leurs fruits. Hmm. Voilà, à peu près. Donc il y a ça. Ensuite, il y a aussi ben, la vie sensorielle. Bon, ça, c'est plus on va dire, du travail. Ils le voient un peu plus comme du travail que la vie pratique. Oui. Tu disais, je t'ai coupé, tu disais ça te fait rire. Non, parce qu'en fait, j'avais vu une fois une vidéo d'un papa qui avait fait une Mhm. expérience avec son bébé. Et en fait, il prenait un jouet, un jeu d'enfant et un objet d'adulte comme une télécommande, des clés ou quoi. Et le bébé était toujours attiré par l'objet dangereux, en fait, ou par la télécommande ou par les clés. Et D'accord. en fait, il se disait, mais donc, en fait, les concepteurs de jouets n'ont pas compris, enfin, les fabricants de jouets n'ont pas compris que, n'ont pas essayé de faire des études avant pour savoir ce qui attirait les bébés. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que les enfants, quand on leur propose une poupée ou alors on leur propose de passer le balai, généralement, ils vont plus vouloir passer le balai que jouer avec une poupée, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. On a fait un peu le tour des questions principales. Ah oui, j'avais parlé avec Sukaina du coup de pas mal de l'école. Ça, je pense que c'est plus une question pour Mimouna. Est-ce que, au côté financier, donc vous dépendez principalement des frais de scolarité? Et du coup, quand je discutais avec Sukaina qui nous a mis en contact, elle me disait que c'était pas forcément suffisant pour combler euh, tous les frais. En effet, bon, on fait payer l'année aux parents, Mhm. mais il faut savoir que c'est absolument pas suffisant. Donc, on doit se débrouiller par nous-mêmes, essayer de trouver des donateurs, des prêteurs quand il s'agit de grands projets ou de créer des événements. Donc, on a mis en place il y a 2 ans, il me semble, ou l'année dernière, le mois à 20 passes.
Donc ça, c'était une solution pour nous d'intégrer les parents, mais totalement dans la vie de l'école, dans la vie plutôt de l'association. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent que les finances, en fait, étaient pas suffisantes, que leur argent, que ce qu'ils donnaient pour les frais de scolarité n'était vraiment pas suffisant pour payer et les enseignantes, et les charges, et le loyer, l'assurance, et ainsi de suite. Et aussi leur faire comprendre, voilà, c'est un projet de la Oumma, c'est un projet pour leurs enfants, et que si on voulait que ça perdure, il fallait que tout le monde mette la main à la poche et que tout le monde s'investisse personnellement. Ok. Après, est-ce que ça a fonctionné? Pas forcément. Donc vraiment, on a dû vraiment nous travailler de notre côté pour essayer de gagner de l'argent au maximum pour financer les différents projets. Comme l'année dernière, on devait agrandir les locaux, faire des travaux et forcément, cet argent, pareil, on n'avait pas. Et alhamdoulilah, en l'espace de quelques mois, on a pu récolter cet argent-là. D'accord. Mais c'est sûr que les finances, enfin les frais de scolarité ne suffisent pas. Ici, elle va combien les frais actuellement? Alors pour une année, c'est 2 000 euros. D'accord. Donc c'est 2 000 euros l'année. 200 euros par mois, quoi. C'est ça, 200 euros. Après, bon, on fait payer à côté. Allô? Oui, une seconde, je sais pas ce qu'on. Alors, juste un instant, je crois que les écouteurs ont plus de batterie, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'était des écouteurs sans fil. Ok. Oui, c'est ça. Je sais plus ce que je disais. En fait. Tu disais, mais en même temps, tu demandais aux parents, je sais plus quoi. Oui, en fait, on demande aux parents de s'investir. Et donc, les 200 euros par mois, comme je l'ai dit, ne suffisent absolument pas à payer tous les frais qui sont liés à l'école. Et comme aussi notre pédagogie coûte un peu cher, elle coûte très cher, parce qu'il faut quand même mettre en place une assistante pour les maternelles, une assistante pour les primaires. Il faut une femme de ménage, il faut payer aussi les animatrices. Parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment chacun son poste. Admettons, Soukaina est chargée de la communication. Je ne suis pas diplômée pour la communication, donc forcément, pour moi, il était nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit complètement chargé de ça. Esma est chargée de la pédagogie. Après, les animatrices ne font que de l'animation. Elles ne sont pas enseignantes, elles ne sont pas assistantes. C'est vraiment leur poste, c'est l'animation. Et en fait, tout ça, c'est un coût. On en est largement conscient, mais on se dit que pour le bien-être de l'enfant, on n'a pas le choix de mettre les moyens en place. Et du coup, oui, vous ne pouvez pas vous permettre d'augmenter les prix pour garder ça accessible aux parents? En fait, notre pédagogie nous permet en fait de monter les prix. On peut réellement, même là, on le voit avec la demande qu'il y a, alhamdoulilah, on peut augmenter les prix sans aucun souci. Maintenant, notre but n'étant pas d'être une école uniquement pour une élite. C'est vraiment, on veut que ce soit accessible même pour la classe moyenne. Ok. Allô? Oui. Oui, en fait, Soukaina a reconnecté les micros. Ah, ok. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Combien il faudrait que vous fassiez payer pour que vous soyez totalement financièrement sain? Je pense que pour qu'on puisse être complètement, pour qu'on puisse nous-mêmes se dégager un salaire, qu'on puisse être à l'aise, en fait, je pense que ça serait au moins 500 euros par enfant. D'accord, ouais, ce qui est 2,5 fois le prix actuel. C'est ça, exactement. Je me rappelle, moi j'avais suivi des cours d'arabe en ligne qui coûtaient vachement cher, mais que je voulais à tout prix faire. Mais c'était des cours en anglais d'arabe, enfin c'était une école américaine. Et là-bas c'est vachement cher. Et ce qu'ils proposaient là-bas, c'est qu'en fait ils gardaient les prix élevés, super élevés, mais ils permettaient à d'autres parents, enfin les élèves plutôt, parce que c'était des personnes adultes, de se mettre sur une liste d'attente. Et d'autres personnes pouvaient les sponsoriser. Soit les sponsoriser en partie, ou bien totalement. Et du coup, ça permettait de garantir une stabilité, d'avoir une santé financière pour toute l'année. Machallah, c'est une très très bonne idée. Et puis après, on a pensé à un système comme celui-ci. Au début, on s'est dit pourquoi plus ou moins les riches payent pour les un peu plus pauvres. Oui. Mais c'est un peu difficile à mettre en place.
C'est un peu compliqué à mettre en place. Donc, l'école aide les parents qui n'ont pas les moyens, aide surtout les mamans seules. On essaie de donner l'opportunité quand même à tous les enfants de pouvoir intégrer l'école, enfin, tous les enfants Mhm. dans la mesure du possible, bien sûr. Mais sinon, financièrement, admettant un parent qui est au RSA, de notre côté, on va essayer de le faciliter malgré que nos finances ne nous permettent pas vraiment. Si ça continue comme ça pendant plusieurs années, c'est pas trop fatigant, enfin, il n'y a pas besoin de faire trop d'événements, tout ça. C'est fatigant. Enfin, dire que c'est pas fatigant, c'est fatigant, mais disons que ça n'a rien à voir avec les premières années. Voilà, les premières Oui, années, il y avait tout à monter, il y avait tout un c'est de plus en projet à plus facile. monter. Ouais. Enfin, et ouais, niveau financier, c'est sûr qu'on était à ras les pâquerettes, c'était très très compliqué. Mhm. Donc, de l'autre côté, il fallait constamment chercher des idées innovantes pour pouvoir gagner de l'argent et ainsi de suite. C'est vrai que ben, c'est un travail en plus, hein. C'est vraiment tout un travail en plus de la gestion de l'école et c'est une responsabilité en plus. C'est quand même très pesant, c'est très fatigant. Mais après, vous savez, enfin, tu sais, quand on a un objectif bien précis, on sait pourquoi et pour qui on le fait, Alhamdulillah, Allah il nous facilite de plus en plus. Maintenant, on n'arrête pas nos actions, on continue comme là, en ligne en ce moment, il y a une cagnotte pour pouvoir nous aider à rembourser des prêts. Et on s'arrêtera pas, on continuera à organiser des événements pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir améliorer notre quotidien. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même loin des structures du public, hein. Enfin, Ouais. alhamdoulilah, on fait de notre mieux. Mais je pense que nos enfants méritent aussi d'avoir des structures qui soient aux normes, qui soient agréables à vivre, où on se sent serein et que ce soit propre, quoi, que ce soit à l'image aussi ben, du musulman. Bien sûr. Quel a été votre plus gros challenge dans ce projet-là? Moi, en tout cas, pour ma part, c'est la remise en question continuelle. C'était le plus gros des challenges, de se dire que si on veut évoluer, ben, en fait, il faut d'abord enfin, si on veut faire évoluer une structure, ben, il faut d'abord qu'on évolue personnellement, qu'on puisse se remettre constamment en question, d'accepter les critiques également, parce que voilà, les critiques nous font vraiment avancer, subhanallah. Voilà, enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, c'était les plus gros challenges. D'accord. Et pour Asma? Pour moi, ben, c'est un petit peu comme Imouna, déjà se remettre en question, mais aussi faire passer, enfin faire accepter, on va dire, les pédagogies alternatives. C'était très compliqué avec les parents. En fait, oui, c'était très très compliqué au début De leur et expliquer le c'est que concept et les maintenant, on va dire, avantages. alhamdulillah, que exactement. Parce que voilà, on se dit, on a tendance à penser que une école qui fonctionne bien, c'est une école plutôt traditionnelle. C'est l'image qu'on a. Oui. Donc voilà, c'était mon plus grand combat. Mais maintenant, alhamdulillah, les parents qui viennent sont déjà, en fait, ont déjà connaissance de tout ça. Donc c'est juste Hmm. logique qu'ils Puis viennent maintenant, ici. enfin, il y a de plus en plus de bouche à oreille, j'imagine, avec d'autres parents naturellement qui vantent les Mais c'est mérites. ça en fait, Ouais. exactement. C'est les parents qui viennent, qui amènent leurs amis et leur famille. Et du coup, bah, il n'y a plus besoin de convaincre qui que ce soit et c'est fluide, exactement. Super. Euh, Est-ce que vous avez du coup un conseil lecture, que ce soit par rapport à l'éducation alternative ou à n'importe quoi qui vous a particulièrement marqué? Alors, moi, c'est plutôt les livres de Filiosa, Isabelle Filiosa, D'accord? qui m'ont encouragée à, à persister dans ces pédagogies-là. Ok. Donc, malheureusement, j'ai pas de titre en tête, mais Tu pourras nous envoyer plus tard, c'est pas grave, hein. ok, y a pas de souci. Après, il y a aussi un livre, pardon, je suis désolée, hein. Il y a un livre, c'est Prêt à apprendre avec les réflexes. Il est très, très intéressant. Ok. C'est un livre aussi d'éducation bienveillante? Non, c'est pas éducation bienveillante, mais c'est pour préparer l'enfant aux apprentissages. Ok. Cool. Donc c'est pour les futurs parents ou les parents de petits-enfants. Ou non, pas forcément, même des grands, même pour les adultes. C'est pour tout le monde. Et c'est Mhm. vraiment préparer notre cerveau à apprendre. Ok. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre temps. Bien, merci à toi.
Vous avez un site internet où on peut suivre l'école? Enfin, après, c'est notre chargé de com qui s'occupe de tout ça, mais on a tout ce qui est, on a Facebook, Insta et un site internet. D'accord, je mettrai tout ça dans la description, Inch'Allah, pour que les gens puissent voir. Écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une bonne continuation avec votre projet. Qu'Allah te facilite, À bientôt, Salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.